Hello, c'est Sébastien, je suis avec Geoffrey et je veux dire un peu, ou même beaucoup, qu'est-ce que lui fait dans la délégation et l'automatisation. Alors je te remercie Geoffrey, salut. Salut, ravi d'être avec toi. Bon, en tout cas c'est un plaisir parce qu'on se connaît depuis un moment. Ouais. Geoffrey, il a créé monéquipe.info. Et qu'est-ce que c'est monéquipe.info? Alors en quelques mots, monéquipe.info s'adresse aux personnes qui vendent de la formation en ligne. Et on les aide en fait sur tout l'aspect assistance technique. Donc c'est tout ce qui va toucher au site web sur lequel les visiteurs arrivent, tous les systèmes de paiement sur lesquels on va faire les encaissements pour aller derrière livrer les formations dans des zones membres. Donc tout l'écosystème, on va dire, numérique finalement. Et on les aide à la fois sur la partie technique et puis surtout, en général, ils ont une vision marketing. On les aide du coup à concrétiser cette vision marketing dans leur système d'information finalement. Ok, donc grosso modo, c'est des gens qui ont leur intention de créer leur formation, qui mettent ça en place. Et toi, tu interviens sur leurs points faibles. Exactement. La technique, marketing, mise en place justement des paiements et tout ça. Au-delà de ça, je dirais même pas que c'est leur point faible, je dirais juste leur expertise, c'est leur expertise et le reste, notamment la technique, ça l'est pas du tout et c'est pas leur valeur ajoutée finalement. Donc ça a du sens pour eux de le déléguer. Et donc nous, on est ravis de faire ce boulot-là pour eux parce que c'est ce qui nous fait kiffer. Souvent, pour les créatifs ou les personnes qui, comme vous peut-être, qui nous écoutez aujourd'hui, vous dites ah ouais, moi j'aime pas déléguer ou l'automatisation, ça m'hérisse les poils, etc. Et vous avez aujourd'hui des gens qui adorent faire ça et qui vous implantent les éléments et qui, comme moi avec la formation que je vous propose, etc. Comme Geoffrey avec son équipe.info, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où concentrez-vous sur votre valeur et puis formez-vous ou formez votre équipe ou prenez des gens qui sont compétents pour ça. Et toi, quand les personnes viennent te voir chez toi, quelle est la peur la plus importante chez ton prospect? Je pense que la peur de toute personne qui veut commencer à déléguer, c'est en fait j'ai peur de lâcher le contrôle. Parce qu'on est habitué à faire les choses comme on a l'habitude de les faire et on a une idée très précise dans le moindre détail presque de ce qu'on veut faire, ou même si on l'a pas, au fur et à mesure qu'on va faire, on va se dire ça c'est pas correctement fait, je le refais, et c'est comme ça qu'on ajuste. Et quand on délègue, le problème c'est que on a du mal à transférer ce qu'on veut voir comme résultat, et du coup il y a toujours cette frustration de se dire c'est pas exactement ce que je voulais. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit exactement fait comme on voulait? C'est souvent la grande question et souvent la réponse est non. Tant que les 80% essentiels du boulot sont faits, si les 20% c'était pas indispensable, je dirais, au projet et que ça n'impacte pas la valeur perçue du projet, finalement, c'est peut-être du temps qu'on aurait passé en plus, d'un coût en plus pour le projet, que le prestataire du coup ne nous facture pas et c'est du temps qu'on gagne. Alors que si on l'avait fait nous-mêmes, on aurait été tellement perfectionniste justement. On parlait par exemple d'écrire un bouquin. Le nombre de fois où j'ai voulu écrire un article ou un livre où je me suis auto-édité plusieurs fois et tu arrives à la version 10 de ton paragraphe et tu te dis bon, je l'aime pas, je recommence. Alors qu'un prestat qui te rend le boulot et qui te dit voilà, le paragraphe il est comme ça, tu te dis vas-y, corrige 2-3 fautes, t'inverses les 2 phrases ou les 2 idées et puis c'est plié quoi. Tu cherches pas. Et justement, quel est le conseil que tu pourrais transmettre à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, justement par rapport à ça, pour dire ok les gars, arrêtez d'être perfectionniste, au final vous perdez du temps parce qu'au lieu de passer 1 heure, vous allez passer 10 heures à refaire votre article, refaire votre contenu ou votre mise en place, sauf que si en principe vous serez passé 1 heure, vous avez perdu 9 heures. Et si votre coût à l'heure est de 100 €, de 200 €, imaginez, faites le calcul. Ça vous fait 1800 € de perdu, alors que peut-être que votre prestataire vous coûte 500 € pour la même tâche. Et puis, boum, il vous aurait fait ça en 1 heure rapidement, quoi. Je pense qu'il y a deux… Parce en général, quand on travaille seul, on est aussi dans le côté je veux vendre de l'excellence, donc je fais tout dans l'excellence. À partir du moment où on décide de déléguer, c'est aussi parce qu'on a une optique de croissance et donc il faut accepter aussi de lâcher un petit peu. Alors je ne dis pas de mettre tous ces critères à la baisse, mais de lâcher que ce ne sera pas forcément dans nos critères à nous d'excellence. Et en général d'ailleurs, notre niveau à nous d'excellence est presque imperceptible pour le client parce qu'on va tellement chercher dans les détails que le client, lui, à la limite, il ne s'en serait pas rendu compte, voire des fois il ne s'en rend pas compte du tout et il ne se rend pas compte qu'on a passé 10 heures de plus
sur un détail, pour lui, voilà, c'était fait en 1 heure en fait, et il ne voit pas la subtilité en fait, qu'on a apportée au travail. Donc je dirais être conscient que quel est le niveau de détail que votre client attend finalement. Est-ce que c'est un niveau de détail qui est réel ou est-ce que c'est un niveau de détail qu'on s'est mis dans la tête tout seul finalement? Je te rejoins vraiment là-dessus par rapport aux détails que l'on prend souvent importance et ce qu'on peut faire aussi, on peut améliorer au fur et à mesure. Parce qu'on peut justement se lancer et avoir les 80% et puis dire ok, j'améliore au fur et à mesure le système. J'arrive à 85, 90 et tout, mais au moins vous avez lancé votre mise en place, votre produit ou ce que vous deviez mettre en place. Je me souviens qu'à mes débuts, j'avais découvert un truc, je trouvais ça magique, c'était genre les sites comme Fiverr ou 5euros.com. Et en fait, ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que le piège de ces trucs-là, c'est qu'on tombe dans le micromanagement. Parce que c'est que des petites tâches en fait. Et comme en plus, quand on démarre, on est vraiment dans le contrôle, on se met à contrôler des petites tâches à 5 euros. Donc ça n'a pas de sens en fait. On est là pour déléguer et en fait, on passe plus de temps à contrôler, à écrire les process que si on l'avait fait nous-mêmes presque. Alors c'est bien parce que ça nous habitue quand même à faire des procédures. C'est ce que je conseille et voilà. Tout ça, ce qui est important. Ouais. Mais faut voir aussi que pour la personne qui exécute derrière, ça peut être particulièrement pénible parce que du coup elle est reprise entre guillemets en permanence sur des petits points de détail, alors que je trouve que les gens en général donnent le meilleur d'eux-mêmes quand on leur confie des responsabilités. Donc plutôt un projet qu'une petite tâche par exemple, parce qu'ils sont obligés de s'impliquer un peu plus. Alors bien sûr après il y a une notion de casting. Confier un projet à la mauvaise personne, si c'est trop tôt, ça ne marchera pas. Le micromanagement, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça peut aussi, vous pouvez apprendre au fur et à mesure à savoir où sont vos points faibles, en fait. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant tu gères vraiment tout à distance? Parce qu'en plus, depuis 2 ans maintenant, je voyage à plein temps. Donc, ça tu m'as dit, c'est génial. Et en fait, oui, parce que concrètement, quand on vit dans un milieu, quand on travaille dans un milieu où on travaille sur des serveurs, donc déjà tout est à distance, pourquoi on ne peut pas faire en sorte que l'équipe travaille à distance également finalement? Et c'est toujours agréable de serrer des mains, d'aller boire des coups, et ça je suis complètement d'accord. Carrément. Mais rien n'empêche de faire le taf à distance parce que les gens, même son visuel, je veux dire, on est professionnel. Si on a besoin, on partage une vidéo, on fait un partage d'écran. Mais les instructions, à partir du moment où elles sont claires et où on parle le même langage finalement, et vu que là justement on est dans un secteur où il y a un seul entre guillemets langage pour tout le monde, il n'y a pas d'ambiguïté finalement. Et tout est fluide. Et donc du coup j'ai une partie de l'équipe qui est en Tunisie, à Madagascar, en Espagne. J'ai travaillé un moment avec des collaborateurs qui étaient un qui était à Bordeaux, un autre qui était à Lyon, puis après qui a déménagé au Canada. Donc même avec du décalage horaire en fait, on arrive à s'organiser. Après, s'il y a des contraintes fortes dans votre activité, où il faut que les gens prennent à 9h et quittent à 17h par exemple, avec le décalage horaire, j'avoue que c'est plus compliqué. Mais nous, on a cette flexibilité-là où le client nous dit, voilà, la deadline c'est mardi, 10h, heure française. Nous, après, on s'organise en interne dans l'équipe pour que les gens se passent le boulot à la limite autour de l'horloge au fur et à mesure du décalage horaire si besoin. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose que je transmets dans la formation justement. Les avantages et inconvénients en fait, d'avoir une équipe un peu partout dans le monde, parce que ça peut être un avantage très puissant. Donc oui, ça, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Et vraiment d'avoir une équipe sur différents créneaux horaires et tout, c'est vraiment top. Et ça peut être aussi un fardeau pour certains types d'équipes, pour la gestion et tout ça. En termes de cohésion de groupe, quand tout le monde est dans le même bureau et que tu peux faire un tableau blanc, quand même, tu gagnes beaucoup de temps. Mais ça dépend à quel point les gens ont besoin d'être justement dans cet esprit de groupe ou à quel point les tâches sont entre guillemets en one-to-one finalement. Et là en l'occurrence, nous, dans ce qu'on fait en général, il y a un ticket qui tombe, le chef de projet l'assigne à quelqu'un et après la personne travaille et avertit le client quand c'est fini. Donc c'est assez simple on va dire comme fonctionnement. Il n'y a pas trop d'aller-retour on va dire dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui avec les outils qu'il y a à distance, on peut avoir le même tableau blanc. Oui, vraiment à distance, ok, c'est sur écran, mais bon, c'est vraiment top. On peut arriver à avoir un équivalent. Allez, raconte-moi une anecdote croustillante, justement, un truc qui t'a surpris dans une équipe à distance ou par rapport avec les personnes, ou une histoire justement sur le travail à distance. Et en fait, je me suis rendu compte que même si on était à distance et même s'il y a des gens de l'équipe avec qui je bosse depuis plusieurs années et que je n'ai entre guillemets jamais rencontré, il y a quand même un esprit de famille qui s'est créé
Et j'ai quand même réussi à avoir une de mes assistantes qui une fois est venue à Paris, de Tunisie, et qui maintenant est installée en France, du coup, vers Aix-en-Provence. Yes. Donc j'aurai probablement l'occasion de revoir prochainement. Cet été, j'ai un de mes gars là, qui bosse à la technique qui m'a invité à son mariage, par exemple. Je te remercie Geoffrey pour cet échange. Et puis nous on se dit à une prochaine. Yes. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à Geoff et puis je vous dis bye bye, ciao ciao.